Invasion of the Body Snatchers est un film de Philip Kaufman sorti en 1978. Il s'agit de la seconde adaptation d'un roman du même nom, signé Jack Finney. La première adaptation réalisée par Don Siegel datant de 1956 et est connue en France sous le nom de L'invasion des profanateurs de sépulture. Et juste L'invasion des profanateurs pour le film de 78. Kaufman, le réalisateur, a entre autres co-scénarisé Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Et wow, quel regard langoureux, quelle classe, quelle coupe. Le casting du film est cool, avec dans les rôles principaux Brooke Adams, que vous avez vu dans le Gatsby de Coppola ou Dead Zone de Cronenberg, et non pas Brooke Adams, ça c'est elle, ni Brooks Adams, ça c'est lui. Il y a aussi Jeff Goldblum qu'on ne présente plus, le regretté Leonard Nimoy, ou encore le sympa Donald Sutherland, qui a joué dans plein de films sympas depuis les années 60 à 70. Le film commence donc dans l'espace où l'on voit ce qui ressemble à du plancton spatial, je crois, qui s'échappe dans le cosmos pour atterrir sur la Terre. À San Francisco, les arbres et les fleurs se retrouvent donc recouverts de cette substance transparente qui colle partout, fleurs que les gens se mettent à cueillir et oh mon dieu, ce prêtre qui fait de la balançoire est absolument incroyable. La jeune Elisabeth, qui travaille dans un labo de recherche sanitaire, tombe elle aussi sur une de ces étranges fleurs et la garde chez elle pour l'étudier. Mais au petit matin, la plante a disparu et Geoffrey, son petit ami, commence à agir bizarrement. Tiens, il a ramassé du verre cassé et oh, regardez, il sort les poubelles, que c'est étrange. Ok, j'arrête. Cependant, la bizarrerie de Geoffrey est de plus en plus prononcée et Elisabeth en conclut que Geoffrey n'est plus Geoffrey. Il n'a plus de chaleur et agit de façon extrêmement nonchalante, ce qui l'amène à se confier à son ami Matthew, qui bosse avec elle. Je le sens bien, Geoffrey n'est plus comme avant. Il lui manque quelque chose. Et qui cuisine visiblement super bien la bouffe chinoise. Peu à peu, les deux collègues remarquent que plusieurs habitants de la ville subissent la même métamorphose. Regardez, il y a même un accident au beau milieu de la ville et visiblement tout le monde semble n'en avoir rien à foutre. Ils retrouvent alors le professeur Ian Malcolm, un ami à eux, et rencontrent le docteur Kibner, un psychologue qui tente de convaincre les gens que non, personne ne change et qu'il s'agit d'une paranoïa collective. Ce qu'Elisabeth et Matthew ont du mal à croire. Après, il y a ce plan super classe avec Jeff Goldblum qui marche tel un saint en milieu des bains de boue. Oui. Et on fait aussi la connaissance de Nancy, visiblement c'est sa copine. Les deux font une découverte assez macabre, un corps absolument dégueulasse qui semble sans vie, mais inachevé. Ils en déduisent alors qu'il s'agit d'une copie du corps de ce dernier. Pris de panique, Matthew téléphone à Elisabeth pour s'assurer qu'elle va bien, et elle ne va pas bien. Il décide donc de lui porter secours en bravant Geoffrey, et ça tombe bien, elle était en train de subir le même sort, à savoir se faire dupliquer dans un corps tout dégueu. Matthew récupère Elisabeth et le groupe décide d'appeler la police et le docteur Kibner à l'aide, mais personne ne les croit. S'ensuit alors une explication et un débat très clair sur le phénomène du snatching, ce qui les amène à la conclusion que le monde autour d'eux n'est plus le même et qu'ils sont peut-être les derniers vrais humains au milieu des envahisseurs ayant pris forme humaine. Mais alors que tout le monde dort, l'impensable se produit et Matthew se fait attaquer. Grand déstockage massif chez Jardiland sur une sélection de produits identifiés en magasin. N'attendez plus. Jardiland, cultivez votre bien-être. Et tout le monde réussit à s'échapper. Bref, après le groupe se fait causer dans toute la ville, se font séparer, on apprend que le fait de s'endormir est très risqué, car il peut entamer le processus de transformation. Ian Malcolm et le psy, qui se sont fait snatcher entre temps, retrouvent les deux survivants et leur expliquent que les planctons là ont quitté leur planète morte pour la Terre en voyageant grâce au vent solaire, et que la transformation supprime tous les sentiments et émotions humaines et permettra ainsi la création d'une société sans haine et sans problème. Les héros gueulent, alors ils se font injecter un somnifère, mais ils parviennent à s'échapper. Leur solution est de se faire passer pour des corps sans émotion au milieu des autres, pour ne pas se faire repérer. Elisabeth a peur d'un chien absolument immonde, elle a bien raison, et ils se font une nouvelle fois courser jusqu'à l'entrepôt où sont cultivés les concombres là, qui en fait du coup servent à faire naître les trucs dégueulasses, comme dans le jardin. Mais Elisabeth s'endort et se transforme en poussière, et oui c'était donc ça. Matthew se venge en détruisant les cultures de concombres et on assiste à une ellipse qui nous ramène à la ville, où le film se conclut de façon brillante avec une séquence finale que je vous laisserai le plaisir de savourer vous-même. Et c'était un super film. Et attention, je dis pas ça seulement parce que j'aime beaucoup les vieux films de SF fantastiques, mais parce que c'est vraiment un grand film. Déjà, comme on l'a vu au début, il y a du beau monde qui travaille dessus, que ce soit en production ou du côté du casting. Mais c'est surtout un film qui a une place importante dans l'histoire du film fantastique d'épouvante. Cette seconde adaptation se réapproprie le concept tiré du roman de façon plus envoûtante et graphique, même si ça c'est en partie grâce aux avancées techniques de l'époque. Je vous rappelle quand même que le précédent film datait des années 50. Mais pas que. Si l'épouvante et le malaise parviennent à s'installer si brillamment, c'est par une habile gestion du suspense et surtout une ambiance particulièrement travaillée. En réalité, tout passe par des procédés organiques. Graphiquement déjà, les envahisseurs qui ressemblent à des crustacés, la transmission et la naissance vers les plantes, les métamorphoses dans les cocons, tout ça c'est très bio. Mais avant tout, le film est brillant par sa bande-son, dont la musique est assez discrète, c'est vrai, mis à part quelques sons de cornemuse. La majorité des pistes qui composent le film sont en fait des gargouillements, encore une fois très animaliers, sans parler du cri des snatchers qui vous glace le sang.
Toutefois, même si beaucoup de partis pris techniques s'approprient intelligemment les codes du cinéma d'horreur et de façon très efficace, les plans de caméra en contre-plongée ou l'éclairage par exemple, le film ne vous surprendra pas avec de sales screamers ou une surenchère au gore gratuit, même si ça c'est dégueulasse. On est confronté ici à une véritable aura viscérale dont le but est de mettre mal à l'aise et de questionner votre peur qui, en plus, va venir détourner la banalité du quotidien en s'appropriant les règles de la société. Le parallèle avec les dénonciations communistes, semblables à une chasse aux sorcières au cœur d'une société inquisitoire dans un contexte de guerre froide post-Vietnam, est de mise, tout comme la dénonciation du conformisme. Ici, on se bat contre un ennemi invisible qui peut prendre les traits de n'importe qui. Je vais insister sur un dialogue qui pour moi résume pas mal l'œuvre. Écoutez, ces fleurs, j'en ai vu partout. Elles viennent se greffer comme des parasites sur les plantes du jour au lendemain. D'où viennent-elles? De l'espace. Ah, elles peuvent pas venir de l'espace. Pourquoi pas une fleur de l'espace? Pourquoi on ne verrait débarquer que des vaisseaux spatiaux? Et c'est vrai, pourquoi pas des fleurs spatiales? On est dans l'anticonformisme qui barre la route aux envahisseurs prosaïques omniprésents à Hollywood. La société mise en place par les Snatchers va elle aussi à l'encontre des accoutuments scénaristiques d'invasion brutale et offensive. Car ici, le basculement du système se fait dans la passivité et la non-violence. Autre chose, écoutez ce dialogue qui se passe dans les bains de boue entre Nancy et visiblement un Snatcher. Il faut le lire, Madame Belisek. Monde en collision de Velikovsky. On parle de Monde en collision d'Immanuel Velikovsky. Je me suis penché sur le sujet et dans celui-ci, l'auteur russe décrit notamment, parmi les récits d'asservissement de peuples et de disparition d'espèces, l'influence des éléments célestes sur notre histoire. À la base, le livre se veut historique bien que fourmillant d'hypothèses et de théories. Et Nancy, elle répond à cela avec Créateur d'étoiles d'Olaf Stapleton. En France, c'est pas une œuvre très connue, mais elle a beaucoup inspiré certains univers de SF comme Star Trek. Alors, vu que j'ai pas entièrement lu les deux œuvres, je vais pas m'attarder plus que ça sur les différentes significations, sinon que les notions de réalité et de fiction se défient, se croisent et se répondent, la question de la dualité du vrai et du faux étant bien sûr au cœur du propos du film. Et ce n'est pas pour rien que le film participera sans doute, quelques années plus tard, à l'inspiration de ce qui reste pour moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma d'épouvante, The Thing, de John Carpenter, où on le retrouvera les thèmes évoqués plus tôt, notamment les différentes manières d'aborder la paranoïa, la crainte et le soupçon sociétal et communautaire, l'aspect huis clos en plus. En tout cas, même si le film a un peu vieilli, ça reste un des plus beaux exemples du genre, qui d'ailleurs connaît aujourd'hui un grand succès auprès des amateurs et reste l'inspiration de pas mal d'univers dans la culture pop. D'ailleurs, il est dispo sur Netflix et s'apprête à ressortir en Blu-ray avec un nouveau master de l'image et des scènes inédites, donc ça c'est cool. Et si c'est pas déjà fait, je vous suggère bien évidemment de découvrir The Thing de Carpenter qui est lui aussi un pilier du genre, mais pas celui-là. Bref, j'espère que cette chronique vous aura plu. Bien entendu, n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire prévu à cet effet, abonnez-vous pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, et si vous partagez cette dernière, c'est encore mieux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bon film.